messieurs, bienvenue dans le manga des archives de Val, et aujourd'hui, si on se faisait un petit voyage dans le passé. Est-ce que certains d'entre vous se souviennent des archives manga numéro 4 et 8? Pour rappel, la première partait sur Lovina de Ken Akamatsu, qui est juste l'un des mangas les plus qualitatifs de l'histoire des comédies romantiques shonen, que ce soit au niveau du récit, du comique ou du dessin. Et la deuxième avait pour sujet Midori Days de Kazuro Inoue, une autre comédie romantique géniale selon les mêmes critères, et au message aussi discret qu'important. Et si je vous en parle, ce n'est étonnamment pas pour faire de l'autopromo, puisque soyons honnêtes, il y a autant de vie en moi dans ces vidéos qu'il y en a dans un poisson mort sur une poêle à frire. Si je vous en parle, c'est tout simplement parce que le sujet d'aujourd'hui pourrait être décrit comme une fusion entre Lovina et Midori Days, fusion qui pourrait tout aussi bien être prise comme une super idée que comme une terrible erreur selon le point de vue utilisé. Donc ne perdons pas plus de temps et ressortons le petit frère de Midori Days, j'ai nommé le dossier Aikora. Aikora, ou de son titre francophone Love and Collage, dont je peine encore à trouver une signification pertinente, est en effet la deuxième œuvre écrite et dessinée par la plume de Kazuro Inoue. Tout comme son prédécesseur Midori Days, il fut publié dans le WS Sunday entre le 6 juillet 2005 et le 6 février 2008 pour un total de 119 chapitres. Cela dit, bien qu'il puisse se vanter de durer 34 chapitres de plus que son aîné, je pense qu'Aikora est moins connu que Midori Days puisque contrairement à lui, il n'a eu droit à aucune adaptation animée. Donc voilà, à part les quelques-uns qui ont aidé les éditions Kurokawa à rentrer dans leurs frais d'impression, pas sûr que beaucoup d'entre vous voient précisément de quoi il s'agit comme œuvre. Mais du coup, de quoi est-il question dans ce manga? Ah, l'adolescence, cette période de la vie où le corps s'éveille, où on prend conscience des attraits du sexe opposé, où les garçons s'amusent à faire des débats du style « Quelle est la fille la plus belle du collège ?» C'est dans ce cadre qu'arrive alors notre protagoniste, le jeune Hachibe Maeda, et contrairement à ses camarades dont les fantasmes portent sur des filles globalement mignonnes, Hachibe lui n'a Dieu que pour les parties du corps. Donc oui, en d'autres termes, on peut le qualifier de fétichiste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il décide de quitter sa campagne et de déménager à Tokyo, car qui dit plus grande ville dit statistiquement plus de chances de rencontrer des filles détentrices de ce qu'il appelle sobrement les parties idéales. Parties incluantes mais ne se limitant pas à des yeux bleu saphir dont la forme rappelle ceux d'un chat, des jambes parfaitement droites et de même longueur du genou jusqu'à la cheville, des seins dont l'allure rappelle celle d'une locomotive de Shinkansen série 200, et une voix rauque aux fortes sonorités de basse. Et oui, quand je disais qu'il était fétichiste, c'était pas pour rien. Le gars, il a vraiment une idée ultra précise de ce à quoi doit ressembler sa femme parfaite. Sauf que, pas de bol pour lui, il découvre en arrivant à Tokyo que le dortoir pour garçons de son futur lycée a été complètement détruit par un incendie quelques jours plus tôt. Mais tout s'arrange lorsque, suite à divers événements, il est invité à occuper l'annexe du dortoir pour filles le temps de la reconstruction de celui pour garçons. Et je suppose que vous le sentez venir, le hasard fait que les 4 résidentes du dortoir ont chacune l'une des parties idéales dont rêve Hachibe. En l'occurrence, Sakurako Tenmaku pour les yeux, Tsubame Ameyagi pour les jambes, Yukari Tsukino pour la poitrine, et Kirino Ootori pour la voix. Et donc, la suite de l'histoire porte logiquement sur le quotidien de Hachibe et de ses 4 voisines qui vont devoir supporter son fétichisme pour le pire, mais quand même un peu aussi pour le meilleur, heureusement. Bon, je crois que c'est clair, ce manga ne fait pas partie de ceux dont l'histoire est qualifiable d'aventure, donc je ne vois que très peu d'utilité à analyser le récit et les événements en eux-mêmes. Par contre, j'imagine que maintenant, vous comprenez mieux pourquoi j'ai qualifié Aikora de fusion entre Lovina et Midori Days. Pour un peu, on pourrait résumer la situation par le cadre du premier, dans le style graphique du deuxième. Et ça pose potentiellement un problème pour les lecteurs, parce que j'arrive à imaginer 2 réactions différentes face à ce mélange. D'un côté, il va y avoir ceux tout enjoués qui se disent « Génial, j'ai adoré l'histoire de Lovina, et il faut admettre que Kazuro Inoue n'a pas grand chose à envier à Ken Akamatsu niveau dessin, donc ce manga va être super intéressant à lire, c'est sûr !» Et de l'autre, ceux que j'entends d'ici balancer. Quoi? Mais c'est quoi ce plagiat honteux? Comment Inoue a-t-il pu repomper le travail d'Akamatsu pendant presque 3 ans sans que personne ne le condamne? Eh bien c'est simple, cher membre du deuxième groupe, c'est tout simplement parce qu'Aikora n'est pas un plagiat honteux de Lovina, comme vous le dites. Je veux bien admettre que les ressemblances sont un peu trop nombreuses pour que l'excuse de la coïncidence soit 100% légitime. Ça en plus du fait qu'il existe plein d'autres manières de démarrer une rom-com de type harem, les exemples ne manquent pas. Mais dire qu'un manga en plagie un autre juste parce que leurs situations initiales sont identiques, ça revient à ignorer toute l'éventuelle différence de développement qui vient derrière. Or c'est précisément ce développement qui est le plus important dans une histoire. Du coup, permettez-moi de vous montrer en quoi Aikora diffère de Lovina, ainsi vous comprendrez peut-être l'intérêt de ce qui s'appelle avoir du recul. Déjà, jetons un coup d'œil aux personnages principaux qui franchement sont les seuls concernés par cette affaire. Je vous concède car au l'équivalent, leurs caractéristiques de base sont grosso modo identiques dans les 2 œuvres. Que ce soit au niveau du chara design, du comportement ou du relationnel avec les autres persos, ce serait effectivement mentir de dire qu'il n'y a aucun élément de comparaison. Et je suis d'accord, ce n'est pas avec des variations de coupe de cheveux, de taille et d'anecdotes de background seulement qu'on va se dire que les persos n'ont rien à voir. Cependant, au fur et à mesure que l'histoire avance, on se rend compte que sur plusieurs points qui personnellement me paraissent capitaux, les filles d'Aikora n'ont rien à voir avec leur équivalent de Lovina. Ok, Naru et Sakurako sont au départ toutes les deux contre le fait que Keitaro et Hachibe s'installent dans un bâtiment normalement interdit aux garçons.
Mais vous êtes-vous demandé pourquoi elles sont contre leur emménagement? Dans le cas de Naru, ça se limite au fait qu'elle prend Keitaro pour un pervers à cause de son entrée quelque peu maladroite à la pension Hinata, et que la pension est justement réservée à des filles, donc logiquement, de quel droit un garçon s'y installerait-il? Dans le cas de Sakurako par contre, outre le fait que les raisons précédentes sont toujours valables, elle éprouve en plus un dégoût non dissimulé envers les garçons à cause d'un traumatisme passé. Harcelée lorsqu'elle était au collège parce que soi-disant ses yeux charmaient tous les garçons, y compris ceux qui étaient déjà en couple, le déclencheur fut son propre copain de l'époque qui un jour manqua de lui faire des trucs pas très sympathiques. Du coup, pas étonnant qu'elle se méfie autant d'Hachibe parce qu'elle a, par expérience, la certitude que les garçons sont capables du pire. Surtout un garçon comme Hachibe qui n'éprouve aucune honte à dire que ce qu'il aime chez les filles c'est leur partie du corps. Pas étonnant qu'elle l'imagine prêt à faire des trucs ultra louches pour satisfaire ses envies. Et ça pour moi, c'est un écart de background des plus pertinents. Entre une fille qui réagit uniquement selon ce que dicte la société et une autre qui en plus a une raison personnelle de se comporter comme ça, je trouve le traitement des deux personnages bien trop différent pour que l'accusation de plagiat soit justifiée. Et c'est exactement la même chose pour les trois autres filles. S'il y a bien une chose qui différencie Yukari de Shinobu, autre que la taille de ses locomotives évidemment, c'est bien qu'elle n'est pas d'une timidité maladive contrairement à son alter ego et peut se montrer assez rancunière. Idem pour Tsubame et Mitsune, autant la seconde se fiche totalement de trouver un petit copain, autant la première refuse de se réengager parce qu'elle n'a pas encore tourné la page de sa première vraie relation qui, pour utiliser un euphémisme, s'est terminée de manière plutôt brutale. Et en ce qui concerne Kirino et Motoko, Joker. J'ai rien d'objectivement pertinent à dire à leur sujet pour les différencier. À la limite, Kirino rêvait de devenir chanteuse avant de rencontrer Hachibe, alors que Motoko n'aurait jamais envisagé autre chose que de succéder à sa famille sans que Keitaro n'intervienne dans sa vie, mais même moi je trouve cet argument quelque peu bancal. Mais bon, si c'est le cas que pour un seul personnage, vous allez pas faire chier non plus, hein. Surtout qu'on en a légèrement oublié quelques-uns dans cette affaire, non? Qu'est-ce que vous faites de la comparaison entre Keitaro et Hachibe, les deux protagonistes? Comparaison qui d'ailleurs met un point final à cette affaire de pseudo-plagiat, étant donné que les bases de leurs rôles respectifs sont totalement contradictoires. Je m'explique. Ils sont tous les deux les héros d'un harem manga, certes, mais leur traitement en tant que tel est complètement différent l'un de l'autre. Il n'y a qu'à regarder le comportement de chacun. L'un des ressorts comiques principaux dans Lovina, c'est quand Keitaro se retrouve accidentellement face aux filles de la pension alors qu'elles sont en petite tenue, voire sans tenue du tout. Et le moins important ici, c'est accidentellement. Ce n'est jamais lui qui, de son propre chef, décide d'aller reluquer Naru et les autres, c'est toujours dû à un malheureux concours de circonstances. Alors que Hachibe, c'est tout l'inverse. Lui est ouvertement pervers, toujours à chercher un moyen de profiter des parties du corps des filles, du style prendre en photo les yeux de Sakurako, écouter Kirino chanter au karaoké, faire une moulure des locomotives de Yukari. Pour résumer, il y a autant d'écart entre Hachibe et Keitaro qu'il y en a entre Issei de School DxD et Rito de To Love Ru. L'un provoque, l'autre subit. Est-ce que comme ça c'est clair? Bref, vous l'aurez compris, Aikora n'est pas qu'une simple copie de Lovina dans le style graphique de Midori Days. Et quand bien même tous les personnages auraient été identiques, Aikora reste suffisamment original quant à l'histoire qu'il raconte et qui cette fois n'a littéralement rien à voir avec Lovina. Vous pourrez le retourner dans tous les sens, jamais vous ne trouverez dans Aikora l'histoire d'un mec qui rêve d'entrer dans une université en espérant y revoir son premier amour. Ça, je vous le garantis. D'ailleurs, et c'est l'un des rares points que je préfère dans Aikora plutôt que dans Lovina, Kazuro Inoue nous propose un message un peu plus poussé et original que le déjà vu et revu. En s'accrochant à ses rêves, ils finiront par se réaliser. Bon après, c'est pas transcendant non plus, hein. On n'est pas sur des réflexions profondes à la Shaman King ou sur un scénario digne des Oscars comme celui de Death Note, soyons honnêtes. Cela dit, tout comme j'avais soupçonné Midori Days de vouloir faire réfléchir les gens sur le thème de la fugue, j'aimais l'hypothèse que dans Aikora, Inoue Sensei a voulu remettre en cause, sous couvert de comédie, la façon dont la société perçoit le fétichisme. Alors le manga est peut-être édulcoré sur le sujet, je dis pas, mais j'ai l'impression qu'il essaie de nous dire que si une personne est fétichiste, c'est quoi le problème au juste? Ok, Hachibe est fétichiste et ne s'en cache pas. Il n'éprouve aucune honte à dire à une fille qu'elle possède une de ses parties idéales, et même si de temps en temps il va un peu trop loin pour profiter des dites parties, il met quand même un point d'honneur à respecter et protéger chacune de ses cibles. Exemple parmi tant d'autres, il est aux anges lorsqu'il peut contempler les locomotives de Yukari, surtout lorsque ceux-ci sont agrémentés d'un maillot de bain, tout comme il peut déclencher son mode berserk si d'aventure des gars un peu trop entreprenants viennent embêter la demoiselle. Et que ce soit clair, j'ai pris cet exemple uniquement parce que je sais que tout le monde le comprendra, n'y voyez aucune arrière-pensée de ma part, compris? Le gars est tellement à fond dans sa vision des parties idéales que soit il ne réagit pas d'iota s'il se retrouve face à des parties entre guillemets quelconques, soit il applique la Sanji Rule et refuse de blesser une fille qui possède un de ses critères de perfection. Cependant, cette mentalité le dessert quelque peu face aux autres personnages qui ont une vision un peu plus conventionnelle de la romance, et ce pour une raison très simple, c'est évidemment que les gens entre guillemets normaux trouvent cette mentalité relativement bizarre, et bien sûr bizarre dans le mauvais sens du terme.
Genre Sakurako qui découvre par hasard que Hachibe a pris une montagne de photos de parties idéales avec bien sûr dans le lot ses propres yeux. Sur le coup, elle a dû trouver ça vachement creepy quand même. Pas étonnant qu'après elle pète un câble et lui hurle de se barrer Fissa. Sauf que jusqu'au moment où cette découverte a lieu, Sakurako et Hachibe s'étaient mis à s'entendre plutôt bien. Bon, elle savait qu'il était atteint de partialisme, mais tant que dans sa tête ça se limitait à Hachibe disant j'aime ci et j'aime ça, elle ne voyait pas de problème majeur. Et c'est justement ce que lui fera remarquer Tsubame par la suite. Ok, prendre des photos des gens en cachette, c'est pas vraiment bien vu du côté de la morale. Mais est-ce qu'à un seul moment, Hachibe a fait du tort à ces personnes? Absolument pas, c'est même tout le contraire d'ailleurs. Le gars s'est toujours donné à fond pour aider ces personnes d'intérêt lorsqu'elles avaient un problème. Du coup, j'aimais l'hypothèse qu'à travers Aikora, Kazuro Inoue a voulu nous transmettre le message suivant. C'est pas parce que certaines personnes sont différentes de nous, que ce soit dans leur mentalité, leurs actions ou que sais-je d'autre encore, qu'il faut se montrer hostile envers elles. Tant qu'elles n'ont rien fait de répréhensible, on n'a pas de raison de les dénigrer. Message extrêmement humaniste qui m'aurait fait mettre Aikora sur un piédestal tant il est beau, si malheureusement il n'y avait pas eu une petite faille dans la forme que prend l'histoire pour le transmettre. Parce que plus on rencontre d'autres fétichistes au fur et à mesure du manga, Hachibe n'est pas le seul, plus on a l'impression que leurs critères de perfection sont plus des vérités universelles que des préférences personnelles. Apparemment, tous les mecs sont d'accord sur le fait que le type dieu de Sakurako est le meilleur, que le type de Jean de Tsubame est le meilleur, et ainsi de suite pour chaque autre partie du corps. Alors un manga qui te dit faut laisser les gens penser ce qu'ils veulent, mais qui en même temps essaie de te faire croire que tout le monde a la même idée de la perfection, est-ce qu'on n'appellerait pas ça se tirer une balle dans le pied? Moi personnellement, j'ai des doutes. Donc voilà, c'était mon analyse sur Aikora ou Love and Collage de Kazuro Inoue. Décidément, je ne comprends pas le sens de ce titre. Qu'est-ce qu'on en retient? Eh bien, c'est une rom-com bien sympathique, avec certains gags franchement réussis, faut le dire. Mine de rien, ça doit faire un choc de découvrir que la personne qui possède ta paire de fesses idéale est du même côté des chromosomes que toi. Le dessin est toujours aussi agréable, l'histoire originale à juste titre, et à part un message louable quoique maladroitement amené, les seules autres ombres au tableau sont des petites flemmes scénaristiques au nombre de 2 ou 3. Genre la figurante qui n'a littéralement que 2 pages de temps d'apparition juste pour faire évoluer la relation entre Ayame et Aichi par exemple. Je ne dirai rien de plus pour pas spoiler, mais putain, la dernière fois que j'ai vu un tel raccourci c'était dans Gatekeepers, et vous savez ô combien j'ai peu d'estime pour la version manga de ce titre. Mais bon, ces erreurs relèvent plus de l'anecdote tellement elles sont rares, donc je resterai sur ma position. Aikora est un manga sympa, donnez-lui une chance si vous aimez les rom-coms. Mais avant ça bien sûr, laissez-moi vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si elle vous a plu ou non, je vous rappelle qu'il existe 2 petits boutons en bas à droite de l'écran pour me le signaler, ainsi qu'une section commentaire juste en dessous pour me faire part de vos remarques ou de quoi que ce soit d'autre. Éventuellement, je vous invite à partager cette vidéo si vous vous sentez de me faire découvrir à vos connaissances, et si vous avez encore du temps à tuer, voici un petit lien vers mon sujet précédent. Sur ce, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire à la prochaine.